du Petit Bayram. Et aujourd'hui, nous allons consacrer notre édition au développement économique en Égypte, les perspectives et les défis. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Hicham Youssef, analyste politique, bienvenue à notre programme. Merci. Et Dr Taoufiq Aklimandous, professeur de sciences politiques à l'Université française, bienvenue à notre programme. Alors au début, je dois mentionner que le ministre de la Planification, Ashraf El Arabi, a présenté une stratégie gouvernementale dans les domaines économiques et sociaux pour l'année 2016-2017. Première année de la stratégie Vision 2030. À cette occasion, le ministre a détaillé les objectifs et projets de son gouvernement dans l'ensemble des secteurs d'activité. Alors c'est un plan très optimiste puisqu'on parle d'une vision et une stratégie jusqu'à 2030. Mais aujourd'hui, on affronte plusieurs défis, on doit vraiment les relever afin d'aboutir à ce développement. Je commence par vous, docteur Hicham Youssef, en disant que pensez-vous de la situation actuelle en Égypte en ce qui concerne le développement économique continu, puisque 2015 était une année vraiment très prometteuse, 2016 s'annonce ou s'avère avec beaucoup de défis à affronter en ce qui concerne le développement économique. Si vous me permettez, je vais parler en choses en général, c'est pas sur un certain projet ou un certain domaine. Mais généralement, au niveau de développement ici en Égypte, on a déjà quand même su qu'il y a plusieurs projets dans un certain domaine qui font des progrès, spécialement des réseaux routiers, au niveau de l'énergie, au niveau de transport, des communications, tout ça. Et d'après la dernière visite pour monsieur le président français ici en Égypte, ils ont signé au moins 150 contrats entre les deux pays pour quand même développer certains domaines, spécialement au niveau de transport et des communications et au niveau d'énergie aussi de l'électricité. Et d'après tout ça, si tous les projets font des progrès parallèlement, je crois qu'on est sur le bon voie de développement. C'est depuis la dernière moitié de l'année 2015 et la première moitié de l'année 2016. Alors, docteur Aklimandous, en ce qui concerne également ce développement économique, on a besoin vraiment de voir des réformes structurelles en ce qui concerne l'économie en Égypte pour donner un nouvel élan au développement. Que pensez-vous de ce qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne ces réformes structurelles? Alors, je ne pense rien de précis. J'entends ce que les gens disent et j'essaye d'y mettre de l'ordre. Ce n'est pas un sujet que je connais. Pour faire court, le défi est d'une ampleur qu'il faut cadrer, c'est-à-dire que pendant 15, 20, 30 ans, l'économie égyptienne aura besoin de créer au minimum 1 million d'emplois par an, de nouveaux emplois par an. Et donc, sur le papier, on peut être un peu pessimiste parce que les cycles internationaux font qu'il y aura des rechutes et que pour que les citoyens égyptiens puissent ressentir une amélioration, il faut plusieurs années de bons chiffres. Voilà. Les réformes à entreprendre sont extrêmement nombreuses. La plus importante étant évidemment de trouver une solution au problème de la subvention de l'énergie. La subvention de l'énergie, quand le président Sisi est arrivé au pouvoir, coûtait plus à l'État que l'éducation et la santé réunies. Et ça ne peut pas marcher. Le problème après ça, donc il y a des réformes relatives aux subventions, à la libéralisation de plusieurs choses, ou au contraire, et au développement économique. Dans l'ensemble, ce qu'il faut faire, c'est si on a besoin de créer 1 million d'emplois, c'est d'attirer des investissements étrangers, mais les investissements étrangers, pour qu'ils soient attirés, il faut que le budget de l'État soit en ordre. Pour que le budget de l'État soit en ordre, il faut qu'il y ait du tourisme, pour faire très court. Et donc, la sécurité est absolument urgente. Et tout progrès sur la sécurité est un progrès sur l'économie. Et ça, le gouvernement en fait. Après, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Et puis, disons que le problème est que
les régimes successifs égyptiens, je ne parle pas des frères qui n'ont rien essayé, les régimes successifs égyptiens ont tendance, quand il s'agit de restructurer l'administration, à dire elle n'est pas réformable, on va créer de petits pôles d'excellence qui aient une économie à deux vitesses. Là, le président actuel ne fait pas tout à fait la même chose, mais il fait un peu la même chose. C'est-à-dire que dans l'ensemble, il pense que les bureaucraties égyptiennes compliquent tout. La liste des complaintes est effrayante. Et donc sa solution à lui est de la remplacer petit à petit, de lui retirer le dossier et de les donner à l'armée. Et ceux qui sont sur le terrain disent qu'on y est gagnant. Personne n'est parfait, mais l'armée est très supérieure, ou le projet est très supérieur à la bureaucratie étatique dans pratiquement tous les dossiers. Elle est plus efficace, elle est plus intègre, elle est plus ponctuelle. Plus ponctuelle, etc. Et elle sait à qui sous-traiter, enfin, la machine tourne mieux. Le problème étant, directement, que à l'heure actuelle, et ça c'est un truc qui devrait n'être que temporaire, mais qui commence à durer, qu'il n'y a pas de devise. Que l'Égypte est un pays qui, vu d'abord l'importance de sa population et le fait qu'elle doit importer sa nourriture, oui c'est ça, qu'elle doit importer sa nourriture, a besoin de devises et il n'y en a pas. Dû au fait que l'aide du Golfe n'arrive pas à temps, dû à l'effondrement du tourisme, dû au ralentissement du trafic en mer Rouge et dans le canal de Suez, enfin, etc. Et avec un autre problème, directement lié, c'est quand vous n'avez pas de devise, vous avez un problème au niveau des chaînes d'approvisionnement en Égypte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur est beaucoup trop important. Ça existe nulle part ailleurs au monde. Et donc dès qu'il y a un problème de devise et que la livre égyptienne perd sa valeur, tout le monde augmente sa facture. Et donc la conséquence d'une baisse de la livre sur la hausse des prix est beaucoup trop importante. Et donc il y a un problème sécuritaire, et donc on retarde les réformes. Donc on a au moins un moment très difficile à passer. Après cela, l'économie égyptienne a beaucoup d'atouts aussi. C'est vrai, alors si on parle là, on a, comme vous l'avez mentionné, des atouts, mais également des défis, mais restons optimistes avec les grands projets qui ont besoin également de l'énergie, surtout l'énergie renouvelable, pour attirer les investissements. Et le ministre du pétrole, Tariq Al-Mullah, a dévoilé son plan pour l'attraction de nouveaux investissements. Il a en outre annoncé son intention de transformer l'Égypte en un centre régional pour le transfert de l'énergie. On avait parlé également de plusieurs projets très ambitieux en ce qui concerne l'énergie, surtout l'énergie renouvelable. Ayachel et Sarah Al-Maghrabi vont nous donner plus de détails concernant le volet de l'énergie et comment c'est très important d'améliorer ce secteur pour le bien du développement en Égypte. Le ministère du Pétrole a dévoilé son plan pour l'attraction de nouveaux investissements en annonçant son intention de transformer l'Égypte en un centre régional pour le transfert d'énergie. Selon le ministre du Pétrole, Tariq Al-Mullah, la transformation de l'Égypte en un centre régional pour l'échange d'énergie est un objectif stratégique que le ministère tentera de concrétiser au cours des 3 prochaines années. À cet égard, le ministère œuvre à la fortification de l'infrastructure, base essentielle d'une telle initiative. Le ministère a ainsi signé quelques accords avec des entreprises étrangères afin de renouveler et de créer un réseau d'infrastructures permettant un tel objectif. Ports, gazoducs, usines de liquéfaction, de gaz, laboratoires et de raffineries dans tous les gouvernorats du pays. Les découvertes prometteuses en Égypte soutiennent la réalisation d'un tel objectif. Tout cela permettra, selon le ministre du Pétrole, d'accroître le rôle de l'Égypte dans la région et sa capacité à satisfaire les besoins du marché. M. Tariq Al-Mullah a indiqué que par ailleurs, les investisseurs étrangers, avec un tel système et une telle infrastructure, gagneront confiance dans le marché égyptien. Selon le ministre, les investissements étrangers dans le domaine de l'exploitation et du développement des champs pétroliers devraient atteindre 8,6 milliards de dollars fin 2015-2016 et augmenter pour atteindre 12,8 milliards de dollars à la fin de l'année fiscale 2016-2017. Malgré la baisse des cours du pétrole et ses répercussions sur l'afflux des investissements étrangers dans le monde entier, les récentes découvertes pétrolières en Égypte lui ont accordé le privilège de voir un afflux d'investissements étrangers ces derniers mois.
Alors là, on a vu l'importance de ce secteur de l'énergie, mais avant de regarder ce reportage, Dr Aklimentos, vous avez mentionné que le problème actuel tourne autour de manque de devises étrangères. Alors, jusqu'à ce qu'on attire les investissements, selon vous, comment peut-on traverser cette période difficile si on n'a pas vraiment les devises pour faire fonctionner, faire marcher l'économie? D'abord, je voulais appuyer sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que je ne l'ai peut-être pas assez souligné, je ne l'ai pas souligné du tout en fait. C'est en fait, il y a plusieurs dossiers sur lesquels le travail du gouvernement est absolument remarquable. C'est-à-dire l'énergie en est un, la distribution des denrées de première nécessité en est un second, le développement du réseau routier en est un troisième. C'est un gouvernement qui a à son actif beaucoup de choses. Alors un de ses problèmes, ça c'est un problème politique, c'est que c'est plus visible en province qu'au Caire, et le Caire est quand même le leader d'opinion. Mais ça c'est un autre problème. Pour vous répondre, à l'heure actuelle, je crois que ce qui va devoir se faire, et malheureusement, parce que je crois qu'aucun de nous n'aime ça, retourner auprès du Fonds monétaire international. Du Fonds monétaire international, demander un crédit contre certaines réformes. Puis il faudra faire des réformes à un moment donné. Sauf qu'elles risquent d'être très douloureuses, puisque chaque dévaluation de la livre entraîne une hausse des coûts qui est beaucoup trop, une hausse du prix du coût de la vie qui est beaucoup trop élevée. Mais je ne vois pas comment, sauf s'il y a une aide massive du Golfe, mais sur ce qu'on a vu cette dernière année, ils ont des problèmes d'argent, ils ont d'autres priorités, etc. etc. Je crois qu'on sera obligé de tourner au Fonds monétaire international. Et il faudra régler le problème de la subvention et adopter une politique plus réaliste en matière de taux de change. C'est-à-dire comment voulez-vous faire venir un investissement si, à tort ou à raison, je ne sais pas qui a raison ou pas, mais si l'investisseur privé pense que déjà, s'il convertit ses devises au taux officiel, il perd de l'argent. Il perd 20% de son argent. Oui. Alors, docteur Hicham, pour vous, est-ce que l'exécution de méga-projets en Égypte peuvent aider non seulement à améliorer les conditions économiques, mais également à attirer plus d'investissements? Bien Comme sûr. Par exemple la nouvelle capitale. Comment la capitale administrative peut-elle vraiment contribuer à attirer des investissements ou à améliorer les conditions économiques, selon vous? Tout d'abord, le capital administratif, c'est une adresse pour tous les investisseurs qui vont venir ici en Égypte. C'est une adresse pour est-ce que je peux trouver des facilités ou je peux trouver toutes les solutions pour tous les problèmes qui vont apparaître après quand je viens en Égypte pour investir dans n'importe quel domaine. Est-ce que le capital, parce que le capital, c'est pas le mot capital seulement, le capital, ça veut dire c'est le centre. Les facilités qu'on va trouver. Oui, qu'on va trouver. C'est le responsable que je dois le rencontrer pour l'expliquer qu'est-ce que j'ai trouvé comme problème devant moi et comment il peut m'aider. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, le capital administratif, quand même, donne l'exemple de la sécurité de l'État. Est-ce que je peux venir investir en toute sécurité ou il y a encore des problèmes? C'est ça les deux côtés qui lient, les bureaucraties et la sécurité. Pour tous les hommes d'affaires qui cherchent toujours de faire des grands projets, soit ici en Égypte, soit ailleurs, c'est les deux choses principales qu'ils cherchent. Oui. Alors oui, la sécurité reste toujours un défi très important devant tous les gouvernements et tous les régimes de la région en général. C'est pourquoi l'Égypte tient vraiment à être forte en ce qui concerne le côté de défense, et le dispositif d'évacuation de Anwar Sadet, le second des 2 Mistral vendus à l'Égypte, a été testé dans le port de Saint-Nazaire, et la livraison de ce second porte-hélicoptère est prévue en septembre. Le premier des 2 navires Mistral Gamal Abdel Nasser était arrivé le 22 juin à Alexandrie. Les 2 navires, qui disposent par ailleurs d'un hôpital embarqué, peuvent à la fois être utilisés pour des missions de surveillance
ainsi que pour la projection des forces de combat. Plus de détails concernant ce côté défensif et militaire avec AHL et Sar al-Maghrabi. Et puis on va parler également des défis qu'affronte l'Égypte en ce qui concerne la sécurité, ces défis qui peuvent menacer le développement durable en Égypte. Regardons ensemble le reportage, puis on retourne à nos invités. Au chantier naval de Saint-Nazaire que le dispositif d'évacuation du second Mistral égyptien a été testé. L'occasion de voir déployer les toboggans et radeaux gonflables qui équipent ce bâtiment de projection et de commandement et permettaient en cas d'urgence d'évacuer ses occupants. La livraison du second porte-hélicoptère qui doit porter le nom de l'ancien président égyptien Anwar el-Sadat est prévue en septembre. Le premier des deux navires français Mistral, le Gamal Abdel Nasser, était arrivé le 22 juin à son port d'attache à Alexandrie. Le Nasser était passé sous pavillon égyptien le 2 juin. Quelques jours après, plus précisément le 12 juin, le navire a quitté le chantier naval français pour rejoindre l'Égypte avec à son bord près de 180 marins égyptiens. L'Égypte avait acquis ces deux navires militaires après l'annulation en août d'un contrat de 1,2 milliard d'euros avec la Russie en raison de l'implication de Moscou dans la crise ukrainienne. Les deux bâtiments de projection et de commandement ont été achetés par l'Égypte en octobre pour environ 950 millions d'euros. D'une longueur de 199 mètres pour 32 mètres, les bâtiments de projection et de commandement déplacent 22 000 tonnes et croisent à 18 nodes. Polyvalents, ils peuvent transporter des troupes jusqu'à 700 hommes, des hélicoptères, des barges de débarquement, des chars d'assaut et une soixantaine de véhicules. Alors on retourne encore une fois à notre sujet principal pour aujourd'hui, le développement économique en Égypte. Bien sûr, le côté de défense, de sécurité est très important en ce qui concerne n'importe quel processus de développement. Je tiens également à parler du contexte régional où nous sommes actuellement. Non seulement les frontières sont menacées, les frontières avec la Libye ou les frontières avec la bande de Gaza, mais on voit qu'il y a des changements sur le terrain qui peuvent vraiment avoir des influences sur le développement économique en Égypte. On a vu d'abord un rapprochement entre l'Iran et l'Occident et aujourd'hui on voit que la Turquie et Israël ont officiellement normalisé encore une fois leurs relations après 6 années de brouillis. Alors ces deux éléments comment peuvent-ils vraiment avoir des influences sur l'économie en Égypte et est-ce que ça pourra nécessairement avoir des influences négatives ou ça peut avoir des influences plus positives à long terme? Écoutez, la question de la sécurité est marquée, mais ça vaut pour l'économie. Une fois qu'on dit qu'il y a beaucoup de problèmes, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc je peux aligner le nombre de choses qui devraient être faites en Égypte pour qu'on arrive, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et ceci en général peut attirer les investisseurs. En ce qui concerne la sécurité régionale, je vous dirais que c'est à la fois une contrainte et une ressource pour l'Égypte. Quand vous regardez tous les pays de la région, et je dis bien tous les pays de la région, l'Égypte est à l'heure actuelle, aussi étonnant que ça puisse sembler, le pays le plus stable. Et en plus, c'est un partenaire, de temps en temps, le fait que votre politique soit claire, on peut vous accuser de manque de subtilité, mais de temps en temps, au moins elle est prévisible, elle est claire. Nous parlons de la Turquie. La Turquie, c'est extrêmement simple. Le Premier ministre turc change d'avis tous les 6 mois. Et donc, ce n'est pas un partenaire indépendamment de savoir s'il a de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. Vous savez que c'est un truc que j'aime pas, mais je ne vais pas le critiquer. Mais on peut constater que c'est un monsieur dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il fera les 6 prochains mois. Il change d'avis tout le temps. Là, en matière de sécurité égyptienne, l'Égypte, de sécurité intérieure, l'Égypte est un pôle de sécurité par rapport aux autres pays de la région. La possible exception, à part l'Égypte, serait certains pays du Golfe. Mais dans l'ensemble, ce sont des pays qui font peur. Ceci, paradoxalement, donne des incitations à venir investir en Égypte pour qu'elle soit le bouclier ou le régulateur de la région, ou un des régulateurs de la région. Ça, c'est un premier point. Dans le même temps, on parlait de porte-hélicoptère, là. Il est très clair que depuis, je dirais, 24 ans,
on a affaire à des présidents américains qui n'écoutent pas ce que la région veut le dire. Ils sont dans leur trip, je dirais. Après, leurs tripes ne se valent pas, certains sont plus intéressants que d'autres, mais dans l'ensemble, il est très clair qu'on ne peut plus compter sur eux pour sécuriser la région. Mais ceci, paradoxalement, crée une donne où l'armée égyptienne, très demandée, c'est la seule armée de la région, quand on ne raconte pas l'histoire, il n'y en a pas d'autres. Il y a celle des Émirats, mais celle des Émirats est petite, et elle deviendra peut-être grande, elle est très efficace, etc., mais sinon, il n'y a pas d'armée dans la région, et donc tout le monde a intérêt à ce que l'armée égyptienne soit forte. Et paradoxalement, pour que l'armée égyptienne soit forte, il faut que l'économie égyptienne puisse la supporter. Et donc ça fait que les pays du Golfe qui ont besoin de l'armée égyptienne pour leur sécurité ont besoin que l'Égypte soit au minimum pas malade. Inutile de dire bien portante, mais pas malade. Donc non, pour moi, la sécurité régionale crée beaucoup de dangers. On est quand même, c'est la première fois de notre histoire où on est entouré de pays qui ne nous veulent pas du bien, c'est-à-dire en Libye, il y a des milices djihadistes. Le Soudan, même si on est obligé de faire semblant de croire le contraire, c'est pas tout à fait un régime ami. Et Gaza, Israël, c'est pas non plus des régimes amis. Donc on est vraiment, mais en même temps, nous sommes incontournables en termes militaires. Et ça, c'est quelque chose de bien. Oui. Je retourne encore une fois à ce point de contexte régional avec ce rapprochement entre l'Iran et l'Europe et également en ce qui concerne les relations entre Israël et la Turquie actuellement qui se rapprochent encore une fois. Ça peut rendre la région plus stable pour les investissements étrangers, je parle de la région en général et de l'Égypte plus précisément, ou ça peut créer plusieurs États qui peuvent être des rivaux à l'Égypte. Ils peuvent, avoir des facilités, avoir l'attraction d'avoir les investisseurs chez eux au lieu de venir en Égypte. Que pensez-vous? Le bien pour toute la région ou c'est une compétitivité entre les régimes? Le bien pour toute la région, c'est quelque chose, quand même, c'est un rêve de tout le monde. Il y a une différence entre le rêve et la réalité, mais je crois que ce qui se passe entre la Turquie et l'Israël maintenant, c'est quelque chose demandé pour régulariser les relations. Ce n'est pas de laisser les relations comme ça, mais tout le monde préfère d'avoir un système ou un accord précis entre les deux pays qui normalisait les relations, mais dans chaque côté, il y a quand même l'Israël pense qu'ils vont gagner quelque chose si ça normalisait les relations avec la Turquie, et la Turquie pense la même chose. Mais si les relations continuent de normaliser, ça sera bien pour toute la région, mais je crois que la Turquie, sur le voie de développement aussi, qui demande beaucoup de temps pour développer tout ce qu'elle manque, et avec l'aide de l'Israël, ce n'est pas pour les yeux de la Turquie, mais quand même, parce que l'autre côté, il est fermé. L'Israël n'arrive pas à faire la même chose avec d'autres pays de l'autre côté de la région. Alors là, c'est une porte pour les Israéliens vers la Turquie qui donne un peu de l'air pour soit l'économie, soit des relations, pour avoir des relations, parce que l'Israël, rarement elle a des relations avec des pays comme la Turquie ou le pays dans le Proche-Orient. Oui. Ça, c'était le côté régional. On retourne encore une fois au défi à l'intérieur. On a vu que l'année 2014-2015 a vu un fort rebond du secteur du tourisme. Le tourisme reste jusqu'à 2015 vraiment le numéro 1 de devises étrangères en Égypte et également avec les turbulences actuelles, on trouve que si ce secteur piétine, il y a d'autres secteurs autour de lui et l'économie en général est menacée. Selon vous, est-ce qu'on doit faire l'effort pour que le tourisme revienne le numéro 1 de source de devises en Égypte, ou avec le contexte régional et les défis à l'intérieur,
on peut laisser le tourisme se redévelopper lentement en pensant à d'autres secteurs. D'autres secteurs de l'industrie peut-être, d'autres secteurs qui peuvent rendre des revenus à l'Égypte plus vite que le tourisme qui piétine de temps à l'autre. Alors ça, c'est une très bonne question. Il faudrait la poser à un économiste, pas à quelqu'un. Non, sur le papier, la réponse est simple. Il est certainement, et c'est d'ailleurs un des mérites du président Moubarak, il faut diversifier l'économie et donc faire le maximum pour qu'on développe un secteur capable d'exporter. Oui. On soit capable d'exporter vers les marchés de la région, vers les marchés africains, vers les marchés européens. Après, je pense que si c'était aussi facile, c'est-à-dire si ça aurait été fait, je pense qu'il doit y avoir des problèmes, et ça il vaut mieux qu'un économiste vous dise oui c'est faisable, non c'est pas faisable. Donc je constate que le tourisme, bon, avec la grosse inconnue évidemment de la sécurité, même si je pense que nous sommes mieux lotis que d'autres, le tourisme semble une option plus facile et la réponse encore plus facile est de vous dire faites les deux en même temps. Je crois que pour le moment le tourisme est extrêmement important et évidemment il faudra trouver une manière de favoriser les exportations. Le domaine où l'Égypte semble avoir des avantages comparatifs assez importants, c'est l'agroalimentaire, mais il y a aussi des problèmes relatifs à l'eau, aux normes posées par toutes sortes de personnes, toutes sortes d'instances. C'est le domaine où l'Égypte pourrait faire des choses et il se trouve qu'elle ne les fait pas. Alors je ne sais pas si c'est oui. Oui, alors vous avez parlé des économistes, alors je vous donne quelques chiffres concernant ce secteur et d'autres secteurs. C'est que par exemple le tourisme représentait 38% des recettes de devises en Égypte. Ça c'est énorme, 38%. Mais actuellement, avec, comme on a mentionné au début de notre édition, le plan proposé par le ministère et le ministre de Planification, on trouve que les secteurs qui ont les plus forts objectifs de croissance en 2016-2017 sont ceux du bâtiment et de la construction, avec plus de 12%, des télécommunications, plus 7,6%. Le tourisme également se développe avec 7,3%. Et le transport et l'industrie manufacturière avec 5,5%. Alors on voit qu'il y a vraiment un développement en ce qui concerne les secteurs de l'économie en Égypte. Mais même avec un taux élevé à 4,3% du développement, l'Égyptien ne peut pas sentir une amélioration, mais il sent une détérioration en ce qui concerne les conditions de vie. Selon vous, pourquoi ? Malgré les chiffres nous disent que non, ça va, on a vraiment un développement qui est en train de donner des fruits. Mais sur le terrain, on ne voit pas ces fruits. Et permettez-moi de répondre à ces questions avec mon point de vue. Oui. Première partie, les hommes d'affaires égyptiens, ils ont un plafond de rêve. Ils ont... Je ne sais pas, est-ce qu'ils ne voient pas derrière ou plus haut que ce plafond où pour eux, ce pourcentage c'est assez satisfaisant. Et l'autre partie, moi je vois que surtout dans tout le domaine, on a besoin d'un partenaire qui a le savoir-faire. On a toutes les sources, on a toutes comment dirais-je, dans le secteur du tourisme par exemple, on a tout ce qu'il faut. Au niveau d'autres domaines, tous les minéraux, toutes les sources d'énergie, on a en Égypte, mais le savoir-faire, je crois que c'est ça qu'on a besoin pour... Une stratégie concrète. Savoir-faire dans tous les domaines, on est un peu faible dans cette partie-là. Et il faut trouver un partenaire pour réaliser un vrai développement. Un partenaire comme investisseur ou exactement, non, quelqu'un qui a le savoir-faire. On a énormément de... Par exemple, je vous donne un petit exemple. On a énormément de quantités de sable ici en Égypte. On peut fabriquer les verres. Mais cette industrie des verres, là, c'est très pauvre ici en Égypte. Si on trouve un partenaire qui a le savoir-faire et nous, on a
les matières premières, ça donne quand même à la fin un produit. On peut faire des exportations dans le monde entier. Et c'est un domaine quand même très important. Et on peut mesurer le reste dans tous les pays, sur tous les niveaux, comme ça. Ça, c'est mon point de vue. On a besoin d'un partenaire qui a le savoir-faire dans tous les métiers, dans toutes les professions, qui nous manque ici en Égypte. Et on garde notre identité dans les choses on le connaît bien, on les pratique bien. Voilà, c'est l'identité égyptienne, mais le reste, c'est quelque chose d'international. C'est des choses internationaux. Et il y a beaucoup de pays qui peuvent être notre partenaire pour quand même développer pas mal de choses ici en Égypte. Oui. Alors, c'est encore une fois le secteur de l'industrialisation qui peut vraiment aider l'Égypte en ce qui concerne la crise économique. Selon vous, comme politologue, je ne parle pas de point de vue économique, selon vous, pourquoi ce secteur n'est pas vraiment soigné? Est-ce qu'il y a des contraintes politiques qui mènent à ce que ce secteur n'est pas vraiment développé actuellement, l'industrialisation, parce que l'Égypte a connu des années où l'industrialisation était vraiment à la hauteur de l'Occident. On avait des exportations, on a même fabriqué pour la nouvelle génération qui ne connaît pas des voitures, des avions quelquefois. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi l'Égypte a reculé en ce qui concerne ce domaine? Mais c'est une question plutôt à poser à des économistes. Je voudrais prendre tout en une fois, pas seulement l'industrie. D'abord, pour que les gens sentent une amélioration, il faut qu'il y ait de bons chiffres pendant plusieurs années. Et en plus, sans entrer dans une querelle sur les chiffres, par exemple, vous me dites des choses évidentes. Le tourisme va remonter. Très bien, mais il était descendu de combien? Le problème est quand est-ce qu'il va atteindre ses niveaux de 2010 ou de 2009. Donc je crois que nous en sommes loin. Et on aurait besoin de plus, et on a les moyens de faire plus si la sécurité est là. Puis il y a des problèmes, comment vous calculez? Est-ce que vous calculez en livres? Est-ce que la valeur de la livre est restée la même, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. Le problème est assez bête et assez important. Il y a des choses, il n'y a pas un pays au monde qui a réussi un décollage économique conséquent et durable avec la proportion, avec l'augmentation démographique qui est celle de la population égyptienne. C'est-à-dire, après, je ne dis pas que les formules, disons, chinoises, allemandes, japonaises, qui sont fondées sur pas d'enfants, mais pas d'enfants du tout, sont bonnes. Elles posent beaucoup de problèmes à long terme, mais si on veut un décollage économique, il faut trouver une solution au problème démographique, qui est vraiment catastrophique et qui traîne le pays vers le bas. Il y a des problèmes relatifs au système d'éducation, au statut de la recherche et de la technologie en Égypte. Ça, on arrive au secteur industriel. Et puis, il y a un problème qui est politique, c'est-à-dire, j'avais vu un ministre il y a plusieurs années, il y a pratiquement 10 ans, un peu moins, 9 ans. Il y a 9 ans, j'avais vu un ministre de l'équipe de M. Moubarak, de M. Gamal Moubarak, qui expliquait la chose très simple. Si on veut privatiser, on met les ouvriers à la rue. Sécuritairement, ce n'est pas possible. Et j'ai vu récemment un journaliste qui connaît très bien le secteur public égyptien et qui dit que le réformer va être extrêmement compliqué. C'est beaucoup trop difficile. L'industrie égyptienne, le président El-Sisi doit payer la facture de 40 ans de gens qui ajournent les décisions ou qui prennent de mauvaises décisions quand ils en prennent une. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas quoi faire. Privatiser, c'est très dangereux, et le coût, c'est très dangereux sécuritairement et le coût social est énorme. Ne pas privatiser, il faut trouver des réformes, mais réformer avec qui? C'est-à-dire, non, c'est une histoire assez compliquée. Donc, il reste à développer le secteur privé. Le secteur privé, monsieur l'a très bien dit, on peut penser beaucoup de mal des capitalistes égyptiens, pour dire les choses courtement, pour beaucoup de raisons. Oui. Alors, il nous reste encore un reportage qui parle des défis sécuritaires. Alors, bien sûr, le défi majeur qu'affronte le monde actuellement et qui menace l'économie et la politique autour du monde, c'est les groupes terroristes
appelé ou intitulé Daesh actuellement. Alors Daesh, si on ose le dire, célèbre bientôt le 2e anniversaire de la proclamation d'un califat qui contrôle aujourd'hui les 2/3 des territoires syriens et également irakiens. L'organisation terroriste souffre des retombées des combats menés contre lui sur plus d'un front, en Irak, en Syrie, mais aussi en Libye où les choses sont beaucoup plus compliquées, mais il est peu probable que ces combats contribuent à son anéantissement. Des explications concernant pourquoi Daesh existe toujours malgré toute cette guerre contre ce groupuscule avec AHL et Salam Al. Menée par les États-Unis tente d'étouffer un peu plus Daesh avec en ligne de mire les 2 capitales autoproclamées du groupe terroriste Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak, ainsi que la ville de Sirte en Libye. Les spécialistes parlent pourtant de l'échec de cette guerre anti-Daesh et l'attribuent à plusieurs facteurs, dont notamment l'absence d'une stratégie unique. Le 23 septembre 2014, les États-Unis avaient mené une 50aine de raids aériens sur des positions de Daesh en Syrie dans l'objectif de permettre aux forces modérées de l'opposition de les conquérir. Plus tard, les attentats terroristes à Oklahoma et à Paris ont montré l'importance d'en finir avec cette organisation, mais là aussi aucune vision n'a été mise au point à cette fin. Selon un rapport du Centre régional des études stratégiques basé au Caire, les différents acteurs dans les conflits en Syrie et en Irak ont chacun une perception différente vis-à-vis de Daesh, alors qu'aucune coordination n'existe même au sein de la dite coalition internationale. Au niveau régional, certains pays officiellement membres de cette coalition s'en sont pratiquement retirés. C'est le cas notamment de la Jordanie et des Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite a de son côté essayé de construire une coalition parallèle avec la Turquie. Au niveau international, la Russie n'a pas réussi à faire entrer la France dans une coalition concurrente, Paris ayant suspendu ses opérations à la suite des attentats terroristes du 13 novembre dernier. Alors, comme on a vu, Daesh reste actuellement, ou ces groupes terroristes, n'importe quel sera leur nom, menace la stabilité dans tous les pays autour du monde, que ce soit dans la région du Moyen-Orient ou même à l'Occident. Et bien sûr, on a connu, nous les Égyptiens, ces menaces au Sinaï. C'est pourquoi le développement de la péninsule est vraiment un élément très important en ce qui concerne la stabilité politique et économique. On a vu un méga projet au cours de cette année, c'est la nouvelle canal de Suez. Et également avec ce projet, il y a le développement de l'axe du canal de Suez. C'est un projet très ambitieux qui a été ajourné et qui a été vraiment affronté par plusieurs problèmes et obstacles depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du développement de la péninsule du canal de Suez et de l'axe du canal de Suez. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et comment peut-on garantir les résultats, la réalisation d'abord des projets, puis les résultats de ces projets pour le bien des habitants de Sinaï en premier lieu et de l'Égypte en général. Moi, je vais parler pour une petite partie de ces projets le canal de Suez. Oui. Pour réaliser le projet, on a besoin de temps. Et on n'a pas assez de patience pour attendre. Parce que, ça y est, ils ont annoncé qu'on va faire un 12e canal. Ça y est, le 12e canal est fait. Et le reste des projets qui vont installer autour de cet axe de canal de Suez. Alors là, pour installer tous les projets, il faut trouver quand même les investisseurs qui vont investir ici en Égypte dans cette zone qui va être très important avec le passage de toutes les paquebots qui passent au canal de Suez, tous les services qui sont besoin, tous leurs besoins dans cette zone. C'est un projet énorme. Quand vous dites c'est un méga projet, besoin de méga temps. C'est pas dans 12 mois comme ils ont creusé le nouvel canal et ils ont réalisé le nouveau canal, mais les projets c'est autre chose. C'est besoin beaucoup plus de temps
Et pour avoir de nouveaux investisseurs, quand même, on a besoin de montrer à tout le monde le pays il est stable au niveau de la sécurité et au niveau de la facilité qui va se donner pour les investisseurs à part de l'État. Ça nous mène alors à parler de la situation sécuritaire au Sinaï. Comment évaluez-vous la situation actuelle là-bas? Je voudrais parler plutôt de la région. Enfin, là, c'est un problème, je peux vous répondre sur le Sinaï aussi. Mais le problème est assez simple, on a travaillé. Si vous parlez de l'idée, de l'idée que j'appellerais rapidement extrémiste, djihadiste, elle ne va pas disparaître. C'est-à-dire, elle a encore quelques bonnes années devant nous et on oublie souvent que Daesh n'est qu'une des deux ailes, que le Qa'ada existe, que le Qa'ada a paradoxalement tiré les leçons de l'échec des frères en Égypte ou des échecs de Daesh au Levant et que le Qa'ada essaye de prendre pied sans se créer des ennemis locaux, soit en Syrie, soit au Yémen, et que pour le moment elle semble réussir. Donc, et il n'est pas exclu, comme les deux formations se ressemblent quand même beaucoup, qu'elles finissent par se réconcilier. Ça, donc, c'est le niveau idée. En termes, après, il faut distinguer l'État islamique en tant qu'entité ayant une prétention à ressembler à un État, c'est-à-dire avec un gouvernement, un territoire et une population. Ça, je crois que ces jours sont comptés. Ou que, d'abord, stricto sensu, si les États-Unis s'y mettaient vraiment, ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Je ne dis pas qu'ils ne s'y mettent pas vraiment, mais ils ont très peur de l'après, du jour d'après. Et le jour d'après, votre reportage l'a dit, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est votre reportage, je le dis plus clairement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Les Kurdes ont leurs projets, il y a différents projets chiites irakiens, il y a différents projets sunnites irakiens, et il y a une guerre ou des tensions chiites sunnites et des tensions chiites et des tensions sunnites. Donc le problème de l'Irak, je ne parle que de l'Irak, est extrêmement compliqué. Quand Daesh disparaît, qu'est-ce qui se passe? Surtout avec le Kurdistan. Est-ce qu'on passe par une fédération en reconnaissant aux sunnites une fédération, ou qu'est-ce qu'on fait? La Syrie, il y a en plus la complication de plus que la plupart des pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la France ne veulent pas traiter avec le gouvernement de Damas. Et donc on est dans une situation où c'est beaucoup trop compliqué. Après, on dit que le président américain souhaiterait avoir terminé Daesh avant son mandat. Disons qu'il n'en prend pas la voie, mais peut-être qu'il le fera. On peut leur faire confiance. Le Sinaï, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'y passe. Alors il faut circonscrire le problème, c'est-à-dire que c'est quand même 10% au maximum au nord-est, c'est le petit triangle Arish, Rafah, Sheikh Zoued. On peut dire que c'est par cycle, qu'à des moments on a l'impression que c'est plié et que le problème est tout à fait réglé. À d'autres moments on se demande qu'est-ce qui se passe. Disons que l'armée semble avoir des plans, d'après ce qu'on voit, on entend, qui réussissent à régler un problème, sauf que les terroristes s'adaptent. C'est-à-dire qu'ils font autre chose. C'est-à-dire qu'ils n'essayent plus de grandes attaques à l'improviste, peut-être qu'ils me les mentiront le demain matin. Mais en général, ils n'essayent plus de grandes attaques à l'improviste contre l'armée, ou ils n'essayent pas de reprendre une ville. Mais ils multiplient les harcèlements, les piqûres de moustiques, et qui peuvent faire très mal. Et là, pour le moment, on ne semble pas avoir trouvé de solution. Il y a... je sais que le président je crois savoir que le président a un projet extrêmement ambitieux et il semble réalisable à la fois de développement du Sinaï, de faire venir des dizaines de milliers de personnes de la vallée, d'encourager une mixité entre Bédouins et gens de la vallée. Mais au niveau sécuritaire, même si on peut penser que les effectifs de Ansar Bet-el-Maqdis ont beaucoup diminué, il reste qu'ils restent assez nombreux pour monter des opérations quotidiennes, même si elles sont plus aussi spectaculaires qu'avant. Et l'existence de ces terroristes, quand vous venez de le mentionner, dans ce petit triangle, peut-il menacer le processus de développement économique ou c'est restreint? Ça dépend des zones, mais dans l'ensemble, je serais plutôt optimiste. Dans l'ensemble, je serais plutôt optimiste. Alors, il est évident que le centre du Sinaï ou le sud du Sinaï sont plus à l'abri que le nord-est.
Oui, le problème est El Arish, qui est une ville qui est intéressante et apparemment on ne parvient pas à sécuriser. Alors oui, avant, il y a plusieurs années, 30 dernières années, la stratégie était de vider le Sinaï de la population et comme ça, selon cette stratégie, on peut garder la sécurité et également la stabilité dans la zone. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'on a vu qu'avec le développement économique, c'est le meilleur élément qui peut vraiment abattre le terrorisme et l'intégrisme dans cette région. Selon vous, est-ce que cette intégration aura lieu, c'est-à-dire faire que les Bédouins se sentent une partie de l'Égypte, parce que toujours ils étaient à part. Ils avaient leur culture, ils avaient leur vie et ils avaient leur péninsule. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On essaye de faire l'amalgame entre la vallée et la péninsule. Quels seront les résultats selon vous? Les résultats, on est toujours dans le même point de départ. Parce que normalement, les Bédouins, ils ont, comme vous dites, ils ont leur propre identité, ils ont leur propre façon de vivre. Et le désert, ce n'est pas, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que les gens de vallée, ils ont l'habitude depuis très très longtemps d'avoir, par exemple, les sources d'eau pour faire de l'agriculture à côté. Ils ne cherchent pas, mais les Bédouins, ils ont d'autres natures. Alors, et les natures de désert aussi, on ne peut pas quitter la ville ou le vallée pour aller habiter dans les déserts. Alors là, il faut développer les Bédouins, ou la vie des Bédouins. Qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour évaluer leur façon de vivre, leur propre façon de vivre? Mais mélanger les gens de vallée avec les Bédouins, on peut essayer, mais je crois que dans cette nature-là désertique, c'est très très difficile à changer la nature, et ça aussi, ça a besoin énormément d'argent pour établir un projet pareil dans cette zone où il y a plein de montagnes et plein de déserts. Que pensez-vous? L'amalgame est-il possible entre la vallée et la péninsule ou non? Regardez, je suis d'accord. Un bon point de départ pour dire que les choses sont difficiles, c'est faire une comparaison avec les Nubiens. Les Nubiens, dans l'ensemble, ils disent, vous dites que nous sommes un État-nation, mais nous sommes tout à fait d'accord, nous sommes un État-nation, mais nous voulons les droits des citoyens. C'est-à-dire, entre les Nubiens et le gouvernement central, il y a beaucoup de contentieux ou de problèmes, mais ils parlent le même langage. Tandis que, disons que la logique des tribus du Sinaï n'est pas une logique d'État-nation. Ils ont une logique qui est tout à fait louable et respectable, mais disons, il n'y a pas ce facteur commun de demande de citoyenneté qui unit les Nubiens et l'État central. Oui. Les Nubiens disent, vous dites que vous êtes ceci, nous vous prenons au sérieux, mais vous prouvez cela. Il y a ce fait que, en fait, les tribus du Sinaï veulent que l'État leur foute la paix, c'est-à-dire dans l'ensemble, plus qu'autre chose, qu'ils les aident si c'est possible, mais sans bouleverser leur mode de vie, leur identité, etc. etc. Et ils ont leur propre économie, c'est une économie informelle pour rester poli, de temps en temps on peut dire une économie qui repose en grande partie sur des trafics. Après cela, il faut bien essayer. On peut... Alors, est-ce que l'essai passe par une certaine, une certaine décentralisation reconnaissant leur spécificité, ou au contraire une politique de mixité avec les risques et périls que ça crée plutôt des tensions et peut-être que ça marcherait bien aussi. Ce qu'on peut dire, c'est, puisqu'on a parlé des déplacements, l'État égyptien s'est très bien occupé des personnes qu'il a déplacées de Rafah, si ma mémoire est bonne, il s'est bien occupé d'eux un mois, puis il les a oubliés. Et il y a un effort soutenu. Je suis sûr que le président et les organismes en sont conscients, c'est pas seulement le président, mais au quotidien, les choses ne se font pas facilement. Il faut une performance étatique que l'État égyptien ne fournit plus.
Alors, c'était une première discussion en ce qui concerne la vision de l'Égypte 2030, le niveau économique et les secteurs de l'industrie, du tourisme et d'autres secteurs qui peuvent rendre le développement durable accessible et fructueux en Égypte. Je tiens à remercier mes invités pour aujourd'hui. Dr Taoufik Akli-Mendous, vous êtes professeur des sciences politiques à l'Université française. Merci d'être avec nous. Et également Dr Hicham Youssef, vous êtes analyste politique. Merci bien. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme quotidien direct. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe, un nouveau sujet. Merci et au revoir. نلحق نفطر؟ لا حضرتك لسه هطلع